Ktuvot Daf Ain. Bonjour, aujourd'hui, comme on a promis, on va, Bezrat Hashem, continuer le sujet d'hier. On va voir les devoirs qu'il y a dans la Ktuva, les devoirs que le mari doit faire vis-à-vis de sa femme. Aujourd'hui, on va rentrer dans les mots eux-mêmes de la Ktuva. On va essayer d'expliquer le début de la Ktuva. Alors, dans la Ktuva, au début, on écrit Bezrat Hashem Itvarach, tel et tel jour, telle et telle date, le Khatan, le nom du Khatan, la Kala a dit à la Kala le nom de la Kala, qui est, déjà à ce moment-là, on va écrire si elle est Betula ou pas Betula. Et ils se sont mariés à telle et telle date, Kedat Moshe Israël, et donc le mari, il a dit à sa femme, le Khatan a dit à la Kala, qu'il va faire tout ce qu'il a besoin de faire d'après la Torah, Kiminag Guvrim Yehudaim, comme ce que la Torah elle demande au Bnei Israël de se comporter dans la vie du mariage. Donc on va pas rentrer dans la halachot qui concerne comment écrire les noms, comment écrire les dates. Il y a beaucoup de choses à connaître à ce propos-là. Comment on va remplir ces lignes qui sont vides. On va commencer à partir de la troisième ligne de la Ktuva. Il y aura écrit que le Khatan a dit à la Kala qu'il est intéressé de se marier avec elle, et donc il va lui faire tout ce que la Torah lui demande de faire. On a déjà vu hier que quoi qu'il en soit, les devoirs que le mari a besoin de faire vis-à-vis de la femme dans le cadre du mariage, et le contraire aussi, la femme vis-à-vis du mari, c'est des choses les devoirs ils sont existants quoi qu'il en soit. Il y avait même des endroits, la Gemara va nous ramener, qui n'avaient pas du tout l'habitude d'écrire une Ktuva, parce que la femme elle s'appuyait sur le fait que le Beddin il est suffisamment fort pour pouvoir organiser, pour pouvoir demander au mari, pour forcer le mari dans un cas où il ne se comporte pas bien. Donc, il pouvait s'appuyer sur le Bedin. Toute la raison pour laquelle on fait la Ktuva, c'est que pour tranquilliser la femme, pour que tout soit écrit, tout soit normal, comme dans un contrat. Comme dans un contrat, quand je vais acheter par exemple une maison, alors je vais écrire dans le contrat tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut pas arriver, etc. Tout ce que je veux du vendeur et tout ce que je veux de l'acheteur. Aussi, c'est la même chose la Ktuva, mais quand même, la vie du mariage elle-même, l'effet du mariage, bien sûr, mais même les devoirs qu'ils ont l'un envers l'autre, ça n'a strictement aucun rapport avec la Ktuva. La Ktuva, c'est qu'une preuve, c'est qu'un renforcement pour que les deux côtés soient tranquillisés. Donc, après qu'on a écrit le nom du Khatan et de la Kala, le Khatan, il a dit à la Kala qu'il veut se marier avec elle, et donc il va lui faire tout ce qu'il a besoin de faire d'après la Torah. Et là, on va voir dans la Ktuva 7 termes. Il a dit Eflach, Ve'okir, Ve'ezun, Ve'efarnes, Ve'kelkel, Ve'asovar, Ve'echase atichi, ki ilchot guvrin yehudain, Ve'parchin, Umokirin, Ve'zanin, Umefarnesin, Umechalkelin, Umsovarin, Umechasin, Yat Neshehon, Be'kushta. Donc ici, on va voir 7 termes, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. Et on peut remarquer aussi qu'ils ont été écrits 2 fois. Je vais faire ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Comme ont l'habitude de faire les hommes juifs, qu'ils font ceci, cela, et on répète tous les verbes envers leurs femmes. Donc on reprend le premier terme, c'est Eflach. Eflach veut dire en araméen, je vais travailler. Donc pourquoi d'abord la Ktuva a été écrite en araméen? C'est pas pour qu'on ne puisse rien comprendre, c'est au contraire pour que on puisse tout comprendre, parce qu'à l'époque c'était leur langue. Donc, ils comprenaient mieux l'araméen que le Lashon HaKodesh. Donc, dans la première génération, quand les Chachamim nous ont instauré la Ktuva, c'était ça la langue qu'ils parlaient. Et donc, la Ktuva était écrite en araméen, au contraire, parce que c'était la langue parlée, et c'était ça qu'ils comprenaient pour que les deux côtés comprennent. Pourquoi on n'a pas changé? Parce que nous, on n'a pas la force de faire des nouvelles takanot. Il y a beaucoup de termes qui sont très, très medouyak. C'est des termes qui sont difficiles à traduire, et une traduction qui est très exacte. Donc, on a gardé l'araméen, mais quand même, ça serait bien, c'est bien, donc c'est correct de notre temps, au contraire, de faire ce qu'on fait maintenant, c'est d'essayer de traduire et de comprendre quel veut dire chaque terme, quel veut dire chaque mot, pour qu'on sache qu'est-ce qu'on a à faire, en fait, dans le cadre du mariage. Donc, on reprend. Eflach veut dire travailler. Qu'est-ce que ça veut dire travailler? Parce que il pourrait y avoir certaines personnes qui vont dire c'est vrai que j'ai besoin de donner beaucoup de choses à ma femme, il y a beaucoup de frais à faire dans la vie du mariage, mais voilà, si j'ai de l'argent, je suis bien d'accord, mais si j'ai pas d'argent, alors je suis pas d'accord. Et il va rester à la maison, il va rien faire de sa vie, et il va dire j'ai pas d'argent, donc c'est qu'en fonction de l'argent que je dois te donner. Ici,
le premier terme qu'on va voir dans la Ktuva, c'est Iflach. Ça veut dire je vais tout faire, je vais travailler, je vais sortir de la maison s'il y a besoin, je vais trouver un métier, et donc je vais tout faire pour pouvoir, de mon côté, faire tout ce que je peux pour remplir mes besoins et mes devoirs que j'ai à faire dans le cadre de la Ktuva. Ça veut dire Iflach, donc je travaille. Ve'okir, okir veut dire je vais honorer ma femme. Donc c'est la deuxième chose qu'on va dire dans la Ktuva. Il va honorer sa femme, et en fait c'est la base de tout. Après, quand il sort d'une compréhension qu'il est censé honorer sa femme et sa femme c'est pas son esclave, alors après il pourra comprendre pourquoi on lui demande de faire beaucoup de choses. Azun, c'est le troisième terme, veut dire donner la nourriture, l'alimentation. D'après la majorité des Rishonim, l'alimentation qu'on doit donner à la femme, c'est Minatora. Et ici, on voit quelle est la perception de la Torah et des Chachamim dans le cadre du mariage. Donc ici, on voit clairement que la parnassa, c'est le mari qui doit la ramener à la maison. C'est lui qui est responsable d'amener l'alimentation que personne n'ait faim dans la maison. Si elle veut l'aider, c'est très bien. On va voir plusieurs suggestions là-dessus dans un cas où elle travaille. Elle doit de toute façon travailler pour ne pas rien faire de sa vie parce que ça ramène à des avéros, quelqu'un qui ne fait rien. Mais quoi qu'il en soit, la responsabilité de fait d'amener une parnassa à la maison, c'est une responsabilité qui lui revient au mari. Et ça, c'est différent des goïms. Que les goïms même, en fait, il y a pas une grande différence dans les histoires d'argent. Il n'y a pas une grande différence avant le mariage ou après le mariage. Les biens immobiliers ou pas immobiliers que la femme avait avant le mariage, ils restent à elle. Et les biens du mari, ils restent au mari. En fait, ils doivent juste essayer de s'arranger ensemble. Et donc, puisque chacun garde ses biens, chacun aussi doit amener 50% de la parnassa de la maison. C'est comme ça que ça marche chez les Goïms. Dans la Torah nous apprend que ça marche pas du tout comme ça. Le mariage, c'est un lien, c'est un rapport à tout jamais. C'est quelque chose, c'est un vrai rapport qu'il y a entre le mari et la femme. Et donc, la femme, elle va faire entrer des biens. Et le mari, il pourra utiliser ses biens. Donc, il y aura une sorte d'association dans la possession de ces biens. On va voir que la Gemara, elle fait la différence entre le gouffre et les pérotes. L'objet lui-même appartient à la femme. Donc, si finalement ils vont se divorcer, ça va revenir à la femme. Mais les pérotes, l'utilisation de l'objet, les biens, les choses qui sortent, les bonnes choses qui sortent de cet objet, ça appartient au mari. Et on va voir deux sortes de ces choses-là que la femme va rentrer dans la vie du mariage. Il y a l'Enirset Milog et l'Enirset Barzel. Il y aura des différences entre eux, entre ces deux choses-là. La différence, en fait, c'est est-ce qu'elle a écrit ça dans la Ktuva, qu'elle lui a fait rentrer tel et tel objet. Il y aura des différences dans la Halakha. Quelles sont exactement quelle est exactement la possession qu'a le mari dans ces objets? En tout cas, puisque la vie du mariage dans le judaïsme, c'est un lien qui est complet, qui est entier, alors la femme, elle va faire entrer les biens qui appartiendront au mari. Le mari, il est responsable de la parnassa, et donc, on ne fait pas, en fait, 50% comme égal chez les Goïms. Qu'est-ce que veut dire quand le mari, il prend sur lui de donner des maisonnotes? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, quel mode de vie il doit adopter quand il va dire, je donne la parnassa à la maison? Ici, les poskim vont nous dire qu'en fait, ça dépend du mode de vie qu'ils avaient avant le mariage. Si le mode de vie du mari, c'est un mode de vie qui est plus élevé, il était plus riche que la femme, alors il doit la faire monter dans son mode de vie et la responsabilité qu'il a envers elle, c'est de la nourrir en fonction de l'habitude de sa famille à lui. Si le contraire, c'est elle qui était une famille riche, lui, il était une famille plus simple, quand il va rentrer dans cette famille, quand il va se marier avec elle, alors il ne peut pas la faire descendre et il devra adopter le mode de vie qu'avait la femme et il va lui donner une parnassa en fonction de ce qu'elle a. Donc en fait, ça c'est quelque chose qui est un peu individuel, chacun en fonction de ses habitudes. En tout cas, il ne peut pas faire descendre la femme d'un mode de vie qu'elle avait habitude avant le mariage. On passe au quatrième terme, afarnes. Donc quelle est la différence entre azun et afarnes? Azun c'est la nourriture, afarnes veut dire les habits. Et comme on a vu, toutes les choses extérieures de la vie elle-même, les habits, l'habitation. Donc, organiser une maison, c'est le mari qui est responsable. De lui acheter tous les ustensiles qu'on a l'habitude d'avoir dans une vie normale, des assiettes, des fourchettes, des tables, des chaises, un frigo de notre temps, une machine à laver, etc. Tout ce qu'on a besoin, ça rentre dans le cadre de la farnesse. Tout ce qu'elle a besoin, et ça, c'est à farnesse. On passe au
1, 2, 3, 4 au cinquième terme. Akalkel, achalkel. Quelle est la différence entre akalkel, kalkala et zuna? Azun, on a dit que ça veut dire donner à manger. Achalkel, c'est en fait une responsabilité générale d'organiser tout ça. Donc, non seulement il doit ramener la parnassa, mais en plus, c'est à lui d'organiser les entrées de la famille, les sorties de la famille, tout ce qu'il faut, c'est lui qui est responsable de cette chose-là. Asovar. Asovar, ça veut dire, c'est un mot en araméen qui veut dire soutenir. C'est un mot qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer même dans la Gemara. Les poskim vont ramener un exemple pour expliquer ce mot. C'est écrit dans Sefer Dvarim, Echa Issa Levadi, que Moshe Rabbeinu il se plaint comment je peux soutenir le Klal Israël tout seul. Et justement, le Targum Onkelos, ce sera Echden Asovar Bilchodoi. Comment je peux soutenir tout seul toute cette foule. Donc en tout cas, le mot Asovar veut dire soutenir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je vais soutenir ma femme. On a déjà tout vu. On a vu qu'il doit lui donner à manger, et vivre dans une maison, etc. Soutenir veut dire une vision générale de la vie du mariage d'après le judaïsme, qui veut dire je vais donner à ma femme tout ce qu'elle a besoin. Non seulement je vais lui donner tout ce qu'elle a besoin, mais en plus avec une perception, une compréhension que ma femme, c'est pas une machine. Ma femme, c'est un être humain qui a des habitudes, qui a un caractère. Et c'est pas au fait que maintenant c'est comme si j'avais acheté une voiture et donc on me dit attention, tu as acheté une voiture, tu dois mettre de l'essence, de temps en temps tu dois rajouter de l'eau et tu dois mettre de l'huile et tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois la nettoyer. Et voilà, et lui il prend sur lui de tout faire, de tout, de toute la responsabilité de la voiture. Ta femme, c'est pas une voiture. Ta femme, c'est c'est un être humain, c'est une vie de mariage. Et donc, Asovar veut dire je vais la soutenir et lui donner tout ce qu'elle a besoin, non seulement matériel, mais en plus, même dans le sens non seulement physique, mais aussi dans le sens psychologique, etc. Achase, on passe au dernier verbe qu'on va retrouver maintenant au début de l'Aktuva. Achase, ça veut dire je vais te recouvrir. Donc, on parle ici des habits. Qu'est-ce que c'est les habits? Il y a les habits du jour, les habits de la nuit, le pyjama, les habits d'hiver, été, Shabbat, Chol et Chagim, etc. Chaque endroit en fonction de ce qu'ils ont l'habitude. Je vais donner à ma femme un mode de vie normal comme on a l'habitude dans cette génération et dans ces alentours. Ça aussi, ça fait partie des choses qui sont Minatora, comme on a déjà vu. Chez Era, Ksuta, Ve'onata, l'alimentation, les habits et la mitzvah de Ona, les relations, c'est les trois choses de base du mariage qui sont déjà écrites dans la Torah. On va le voir dans la phrase suivante, les relations. Donc, après qu'on a vu tous ces verbes, Eflach, Okir, Ve'ezun, Afarnes, Echalkel, Vasovar, Ve'echase, Yatechi, donc toi, Keinchot, Vuvrin, Yehudaïm, comme les halachot des hommes juifs, des palchin, Umokirin, Vezanin, Umefanisin, Umechalkelin, Umsovarin, Umechasin, Yatneshon, Bekushta, qu'ils vont travailler, qu'ils vont honorer, qu'ils vont nourrir et qu'ils vont habiller, qu'ils vont organiser toute la parnassa, etc., tout ce qu'il y a besoin, et soutenir et recouvrir leurs femmes, et Yatne Shehon Bekushta, leurs femmes bien de manière correctement. Donc ici on remarque on reprend tous les termes, on répète toutes ces choses-là comme on a l'habitude de faire dans les shtarot pour donner une certitude, pour donner une tranquillité à la femme, qu'elle comprenne bien, que tout soit bien clair, que le mari sache exactement qu'est-ce qu'il a à faire. La phrase suivante c'est Veyaïdna lichi, Mohar betulaichi, ou bien Moharaichi, Kesef Zuzé, Mea ou bien Mataim, Bechazi Lechi. Et ça, dans cette phrase, c'est la somme de la Ktuva elle-même. Donc, on va traduire. Et je vais te donner la somme que je dois te donner comme une femme qui est Betula, ou bien si elle n'est pas Betula, alors la somme qu'on donne aux femmes. Kesef Zuzé, c'est de l'argent et des ouzim, 100 ou 200 en fonction du statut de la femme, Bechazi Lechi, comme ce que tu as besoin de recevoir. Demain, on va s'attarder là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Qu'est-ce que c'est exactement la Ktuva, le Ikar Ktuva, la Tosefet Ktuva, est-ce que c'est de Oraita, c'est pas de Oraita? Donc, on va pas maintenant s'attarder sur cette phrase. On va juste passer à la phrase suivante pour finir le shiur d'aujourd'hui. Il va dire dans la suite de la Ktuva, Ve'alai mezonaichi, uksutaichi, vesipukaichi, umindayatichi, keorach kol ara. Et donc, ici, il va répéter une troisième fois
les trois choses principales de la vie du mariage, je prends sur moi les mésonotes, l'alimentation, uksutaïchim, c'était habits, les habits, visipukaïchim, et les autres choses que tu as besoin. Et ici, on va dire, ominda yatiki, qui aura kolara, te connaître comme ont l'habitude de faire les êtres humains. Ici, on fait référence, en parlant avec un lachon neklia, on fait référence aux relations. Voilà, donc ici, je pense que ça s'est déjà bien allongé. On va continuer le jour demain, on va s'attarder sur d'autres points de la Torah.